bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Barbara Tract. Bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire d'État à la transition économique, ministre-présidente de la COCOF aussi. Et c'est d'abord, on va d'abord parler de ça d'ailleurs, parce que vous n'en avez pas encore beaucoup parlé, vous venez de rentrer. Et justement, c'est la rentrée. Alors, vous êtes à la tête du gouvernement de la COCOF. Alors, même si vous n'avez pas la compétence de l'enseignement, il y a quand même un peu d'enseignement dans la COCOF, donc ça vous concerne. Alors, quel est le message à adresser aux étudiants, aux parents et aux profs pour cette année? Le jour de la rentrée, c'est un jour d'espoir. Hein. C'est vraiment un jour où on construit ce qui sera la vie de ces enfants demain et ce qui sera aussi finalement la vie de notre région demain, puisque c'est là que se construisent les compétences, les acquis, la citoyenneté des futurs Bruxelloises et Bruxellois. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est bonne chance, bonne rentrée à chacun et à chacune, et de retenir ce message d'espoir pour l'avenir de notre région. Et en matière de COCOF, donc je disais, vous n'avez pas la compétence de l'enseignement, mais c'est pourtant la présidente Zakia Khattabi qui était très contente après la déclaration gouvernementale de dire que les écoles supérieures qui dépendent de la COCOF ainsi que la promotion sociale adapteront le règlement et autoriseront le port du voile des étudiants majeurs. Est-ce que ça augure d'une ouverture au voile dans les écoles de manière générale? Pour les écoles de l'enseignement obligatoire, donc avant 18 ans, non. Hein, l'accord de majorité est assez clair à cet égard-là. On ne touche pas on ne touchera pas à l'enseignement obligatoire. Oui. Par contre, effectivement, il y aura une ouverture pour l'enseignement supérieur. Alors, on le sait, l'enseignement supérieur est de promotion sociale, donc pour des élèves majeurs. On sait que ce dossier est un dossier extrêmement sensible, sensible parce qu'il y a des conceptions politiques très différentes autour de ces questions-là. Et puis, il y a des questions de discrimination aussi. Donc, c'est un dossier sensible. Et le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est un choix de respect des droits fondamentaux. On a le droit d'avoir des convictions. Et avoir des convictions, c'est les avoir dans sa tête, c'est aussi les exprimer extérieurement. Et donc désormais, les femmes ou les hommes qui le souhaitent, qui souhaitent exprimer par leur manière, par exemple, de se vestir leurs convictions religieuses, pourront aussi le faire dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement supérieur. Et en faisant cela, non seulement on respecte les droits fondamentaux, on répond aussi à cette question de l'émancipation, parce que souvent, certains disent qu'il faudrait émanciper les femmes qui portent des signes convictionnels. Et non seulement on disait ça, et en même temps on disait qu'elles n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur parce qu'elles devaient retirer leurs signes convictionnels. Bien aujourd'hui, cette contradiction, ce paradoxe est résolu. Alors, quand même, quand on parle de COCOF, à l'extérieur du gouvernement et des parlementaires, c'est pas franchement ce que c'est. Alors qu'est-ce que vous allez dire quand on va dire, voilà, Madame la ministre-présidente de la COCOF, comment vous allez expliquer de quoi vous vous occupez exactement? Mais donc la COCOF, elle s'occupe d'un grand nombre de matières et de problématiques qui concernent les citoyens dans leur quotidien. À Bruxelles, ce sont des problématiques comme effectivement celle de l'enseignement par exemple, la cohésion sociale et la santé, une série de questions qui concernent aussi la prévention en matière de santé, qui concernent aussi par exemple les personnes handicapées. Donc ce que j'aurais envie de résumer les compétences de la COCOF en parlant vraiment de compétences qui touchent les citoyens dans leur vie personnelle et dans leur vie familiale tous les jours. Alors, à côté de ça, vous êtes donc secrétaire d'État à la transition économique. Alors, les entreprises, si elles veulent recevoir des aides, eh bien, elles devront se verduriser d'ici 2030. Je vous propose d'écouter ce que disait Boris Diliès ici vendredi. Lui, il n'était pas très chaud. Écoutez-le. À première vue, moi, ce qui me fait froid dans le dos, ce serait qu'on dise, voilà, on ne va aider que les entreprises qui font des paniers à base de compost, quoi, alors, ou du fromage de chèvre, que sais-je. Ça, c'est pas possible, parce qu'à Bruxelles, je dis, toutes les entreprises ont besoin d'être aidées. Est-ce que vous allez aider seulement ceux qui font des paniers de compost ? Je pense que cette vision est un petit peu caricaturale. Ce dont on parle dans l'accord de majorité, c'est effectivement d'une transition pour qu'en 2030, les moyens régionaux ne soient plus attribués qu'à des entreprises qui s'inscrivent dans la transition écologique et solidaire. Mais on ne peut pas réduire la transition écologique à ce que je viens d'entendre. Mais voilà, il y a de nombreuses études qui existent aujourd'hui sur l'économie circulaire, y compris d'ailleurs des études qui émanent de ministres et maires. Madame Marguem au gouvernement fédéral a édité une étude pour expliquer non seulement en quoi on peut réduire l'impact écologique de l'activité économique, et ça crée de l'emploi.
Donc on va à la fois diminuer notre emprise sur l'environnement, atteindre les objectifs climatiques qu'on s'est assignés, mais aussi créer de l'emploi. Et l'étude de Mme Marguem, elle identifie des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés en Belgique sur cette base. Notamment dans le recyclage, mais aussi dans la conception de biens qui vont s'user moins, qu'on va pouvoir utiliser plus longtemps. Il y a énormément de potentiel. Mais si on est très précis là-dessus, une usine comme Audi, par exemple, demain, en 2030, qu'est-ce qu'elle doit construire pour continuer à recevoir des aides de la région? Il va falloir qu'une usine comme celle-là, si elle souhaite continuer à recevoir des aides de la région, qu'effectivement elle améliore sa production pour réduire l'empreinte écologique de son activité. Non, mais pas spécialement arrêter de produire des voitures. Enfin, ça va jusqu'à quel niveau votre exigence, en fait? Donc, on va construire ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout construit. On va utiliser les 5 ans qui viennent pour construire cette transition. Et on va la construire non pas en la sortant uniquement de la tête de politique. On souhaite aussi la discuter avec les acteurs économiques et sociaux. Donc, tout n'est pas encore rédigé, mais l'objectif, il est clair et la transition est claire. Et on dit souvent que les acteurs économiques ont besoin d'un horizon et d'un objectif clair. Bien ici, nous donnons un horizon et un objectif clair que l'on va construire pas à pas avec eux. Et donc ça, c'est pour 2030. Alors, plus rapidement, il va y avoir le Brexit, peut-être un Brexit dur. Qu'est-ce que là, vous pouvez faire pour aider les entreprises bruxelloises pour répondre à ces problématiques du Brexit? Mais donc, c'est en effet un problème qui est préoccupant et très d'actualité, puisque on est dans une incertitude depuis le référendum qui avait lieu en 2016, sauf erreur de ma part, et maintenant, semble-t-il, fin octobre. Si ce n'est pas une nouvelle fois reporté, on est dans cette incertitude. On espère qu'il y aura un accord avec la Grande-Bretagne, même si c'est un espoir qui est fin. Et si on n'a pas quand même... Mais donc, le gouvernement précédent s'est déjà posé, depuis 2016, la question de savoir comment on pouvait aider non seulement à faire en sorte qu'on perde moins d'emplois, puisque le risque, c'est qu'il y ait de nouveaux droits de douane et que donc des entreprises bruxelloises qui exportent vers le Royaume-Uni auraient des difficultés à exporter leurs produits qui seraient plus chers pour les consommateurs au Royaume-Uni. Donc il y a cette difficulté-là. Et puis il y a une opportunité à laquelle le gouvernement bruxellois précédent avait déjà commencé à travailler. C'est le fait d'inciter des entreprises du Royaume-Uni à s'installer à vous allez continuer cette politique-là? Bien sûr, on va continuer cette politique-là pour essayer de faire en sorte que ces entreprises-là, elles aussi, puissent avoir accès à l'ensemble du marché européen. Et donc, il y a eu des initiatives qui ont été prises, des secteurs qui ont été identifiés, l'audiovisuel, les produits pharmaceutiques ou les questions... les produits financiers aussi. Oui, bien sûr, aux assurances et aux produits financiers, exactement. Il y a des initiatives qui ont été prises, des séminaires qui ont été faits pour essayer d'attirer les entreprises vers Bruxelles. Et ça a déjà eu un effet, puisqu'on voit que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2 fois plus d'entreprises se sont installées à Bruxelles d'entreprises britanniques que lors des années précédentes. Donc on va effectivement continuer dans ce sens-là. Et moi, je souhaite aborder ce dossier rapidement avec Pascal Smet, qui sera en charge du commerce extérieur. Alors, Elle van den Brandt, a-t-elle été la ministre Groen de la mobilité? Est-ce qu'elle était maladroite en annonçant une taxe kilométrique sans se concerter avant avec les autres régions? Est-ce qu'on peut parler de maladresse? Je parlerais plutôt d'ambition et Oui, je parlerais d'ambition. Là aussi, on a un objectif clair. On veut changer les choses. On veut que les choses changent à Bruxelles. On sait qu'on souffre de la qualité de l'air, qu'on souffre de problèmes de sécurité routière et les entreprises, comme tous les Bruxellois, souffrent de ces embouteillages et de cette congestion automobile. Donc nous, on voudrait prendre les choses en main. Alors la première chose qu'on va faire, c'est discuter avec les autres régions. Voilà, c'est ça qui est important et qui est inscrit dans l'accord des majorités. On va discuter avec les autres régions, on va aussi discuter avec le fédéral pour développer le RER, pour développer les alternatives à la voiture, à l'utilisation de la voiture. Donc sa sortie ne vous semblait pas intempestive, c'était normal puisque c'était dans la déclaration gouvernementale. C'est dans la déclaration gouvernementale, mais la première chose qu'on va faire avant d'imposer une quelconque volonté, ce sera de discuter avec les autres. Et les négociations sont en cours avec la Flandre, en Flandre et en Wallonie. On insiste auprès de tous ceux qui trouvent que c'est une bonne idée d'aller vers la taxation kilométrique intelligente pour qu'ils aillent voir les négociateurs wallons et les négociateurs flamands pour que ce soit inscrit aussi dans leur accord de majorité. Et si c'est le cas, c'est évidemment dans cette voie-là qu'on ira. Alors on voit que vous êtes très à l'aise, très bien, de nouvelles compétences. Et vous êtes toujours occupé d'enseignement. Et là, vous vous retrouvez avec la transition. Est-ce que vous n'êtes pas triste de ne pas
faire partie peut-être demain d'une équipe gouvernementale à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je suis confiante dans l'ensemble des négociateurs pour non seulement négocier un bon accord, mais aussi pour trouver les bonnes personnes qui pourront occuper ces postes. Donc c'est vrai que c'est des matières que j'aime beaucoup et auxquelles j'ai beaucoup apprécié travailler. Je dois dire que depuis quelques années, dans l'opposition au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis surtout depuis un an avec la vague verte et cette urgence climatique dont on parle de plus en plus, moi j'avais aussi envie de participer à cette vague verte dans ma ville. Donc je suis aussi très enthousiaste de mes nouvelles fonctions. Votre désignation comme secrétaire d'État, ça n'a pas été facile parce que c'était contre la proposition de Zakia Khattabi qui, elle, préférait voir Isabelle Potier à votre poste. Alors c'est la victoire des militants contre l'appareil, ça? Je ne qualifierais pas ça comme ça. À Écolo, on a une culture de la démocratie interne qui est très vivante. C'est une de nos spécificités. Hein. Ce sont les militants qui a gagné comme elle gagne à chaque fois, puisque ce sont les militants qui désignent à chaque fois nos exécutifs, que ce soit dans les communes ou ici au niveau gouvernemental. Les militants s'expriment, alors c'est très transparent, tout le monde peut voir et comprendre ce qui s'est passé, donc on peut en parler. C'est une spécificité, ça ne se passe pas nécessairement comme ça dans les autres formations politiques, mais ça aussi, ça renforce très fort la légitimité de nos mandataires. Donc ça vaut pour moi comme ça vaut pour tous les autres mandataires exécutifs. Alors justement, le ticket Nollet-Maouane, c'est un choix par défaut, ou c'est le meilleur duo possible, ou c'est une paire déséquilibrée? Alors moi je trouve que c'est un beau duo parce qu'il est très complémentaire. Dans les statuts... Mais pas déséquilibré entre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et quelqu'un qui en a beaucoup moins? Madame Maouane, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la recevoir ici, elle a un caractère bien affirmé, c'est pas du tout quelqu'un de fade, elle a aussi une histoire politique très intéressante et qui est à l'image de l'histoire de nombreux Bruxellois, donc je pense qu'elle a beaucoup apporté aussi à notre parti, mais ce qui est important c'est cette complémentarité. On veut un homme et une femme, on veut quelqu'un qui vient de Wallonie et quelqu'un qui vient de Bruxelles, et ici on a deux personnes qui sont aussi très très différentes, et si on veut des personnes très différentes, c'est précisément parce que ça apporte beaucoup de richesse, et donc cette complémentarité, je pense que c'est vraiment très très bon pour l'avenir de ma formation politique. Merci Barbara Tract, on se retrouve demain avec notre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.